Bonjour à tous, merci de votre présence à ce deuxième cours consacré cette année au mécanisme de la conscience. Et aujourd'hui, on va parler du non-conscient, des traitements dans notre cerveau en l'absence de conscience. On va étudier la profondeur, mais aussi les limites du traitement non-conscient. Je vais m'appuyer sur des données relativement récentes depuis le cours de 2009, auquel je vous renvoie, dans lequel j'avais déjà abordé cette question. Alors, je vais commencer par quelques remarques liminaires pour vous rappeler que dans notre cerveau, l'immense majorité des processus ne sont pas conscients, mais nous n'en sommes pas conscients. Donc c'est un truisme, on ne peut pas être conscient de ce dont on n'est pas conscient. C'est un truisme, et c'est un truisme avec des conséquences importantes. Nous faisons appel à notre introspection pour essayer de nous comprendre nous-mêmes, mais nous ne pouvons pas avoir accès à tous ces processus non conscients qui se déroulent dans notre cerveau. Nous n'avons accès qu'à une fine couche de traitement conscient. C'est un accès réel. Nous avons conscience, par exemple, lorsque nous faisons de l'arithmétique, nous pouvons rapporter de façon relativement correcte les étapes par lesquelles nous passons. Mais ce n'est qu'une fine couche de traitement de l'information dans le cerveau. Et on le voit par exemple dans la naissance de la métaphore de l'ordinateur, dans la machine de Turing, en 1936, lorsque Turing, pour la première fois, fait une proposition extrêmement générale sur la manière dont on pourrait faire une machine qui ressemble à un homme en train de faire des calculs. C'est une avancée très importante au début de l'informatique. Eh bien, Turing s'appuie sur son introspection, il est mathématicien, il dit, si je réfléchis à un mathématicien qui fait des mathématiques, il a une feuille de papier, il est capable d'écrire des symboles, il est capable de réécrire des symboles sur la base de ce qu'il lit, et il s'appuie là-dessus pour créer sa machine de Turing. C'est magnifique, mais c'est une description uniquement de la couche consciente de traitement de l'information. Et Turing propose une métaphore qui est peut-être correcte pour ce que Kahneman appellera bien plus tard le système 2, c'est-à-dire un système lent, conscient, réfléchi, mais avec l'introspection seule, Turing est absolument incapable de rentrer dans ce qui fait en fait l'immensité du traitement cognitif non conscient, c'est-à-dire un cerveau qui est une machine massivement parallèle, analogique, dont les calculs ne sont pas accessibles à l'introspection. Donc essayez d'introspecter comment vous reconnaissez un visage ou comment vous faites pour dire qu'un nombre est plus grand qu'un autre, vous n'en avez aucune idée. Et c'est heureux peut-être pour le métier du psychologue cognitif expérimental, parce que si on avait accès à l'introspection, on pourrait simplement regarder comment notre cerveau fonctionne par l'introspection. Ça n'est évidemment pas le cas. On est obligé de faire des expériences pour essayer de comprendre comment ce système très largement non conscient fonctionne. Bon, je voudrais quand même dire qu'aujourd'hui, système 1 comme système 2 sont en train d'être capturés par l'intelligence artificielle. Et ça, c'est absolument extraordinaire. Donc, alors que Turing avait quand même une métaphore assez limitée de l'intelligence, aujourd'hui, et c'est peut-être une semaine particulièrement historique, il y a des moments historiques dans l'histoire de l'intelligence artificielle, cette semaine, Gemini 3, DeepSync, le modèle de Google DeepMind, vient d'atteindre 85% de réussite dans l'un des tests les plus difficiles de l'intelligence artificielle, qui est le test ARC. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce test, c'est un aparté, hein, mais je pense qu'il faut quand même mentionner que nous sommes dans une période historique d'avancée de la modélisation de l'intelligence artificielle. Alors voilà un des challenges ARC. Il y a des dizaines de problèmes de ce type. Chacun est nouveau. Je vous laisse découvrir le problème. Ça ressemble un petit peu aux matrices de Raven. Hein, donc vous avez ici un exemple, parfois il y en a 2 ou 3, un exemple où on part de la matrice de gauche et l'utilisateur doit créer celle de droite. Il a une interface, il peut cliquer pour changer la couleur des cellules et même déterminer la taille de la matrice de sortie. Et puis là, sur la base de cet exemple, je ne sais pas si vous avez compris ce qu'il faut faire, vous devez l'appliquer au dispositif d'en dessous. Donc vous allez devoir créer une matrice de la même taille. On comprend très vite que là, il faut faire la même taille que la matrice d'entrée. Et puis, je ne sais pas si vous avez compris ce qu'il faut faire, là. Hein, les couleurs correspondent au nombre de trous. Il faut colorier les formes en tenant compte du nombre de trous. Voilà, je vous ai donné la règle comme ça. Au passage, c'est une expression mentale, très courte, hein, mais pour la découvrir, il faut quand même de l'intelligence. Il faut analyser de façon séquentielle les formes qui sont disponibles ici. Il faut faire une généralisation, proposer une hypothèse, c'est vraiment le cerveau scientifique qui est à l'œuvre ici, hein,
et il faut vérifier si cette hypothèse fonctionne. Il y a beaucoup d'autres problèmes. Alors, il y en a un autre ici, c'est un autre exemple. Il y a 2 exemples ici à gauche, et puis le troisième, vous devez le résoudre. Bon, on n'a pas le temps de regarder. Vous irez voir sur arcprice.org si votre intelligence est capable de résoudre tous ces problèmes. Moi, j'aime bien les casse-têtes. Je trouve que c'est un site intéressant. Mais il est proposé depuis maintenant quelques années, avec version 1, version 2, version 3, comme un défi pour l'intelligence artificielle. Eh bien, le fait qu'aujourd'hui, Google DeepMind soit capable de résoudre 85% de ces problèmes, c'est vraiment extraordinaire. Et ça veut dire qu'on est en train d'avoir une intelligence artificielle qui résout des problèmes à la fois de vision non consciente, rapide, et puis de réflexion consciente. Bien, alors je reviens au cerveau humain et à la fiche de ce cours. J'avais fait cette métaphore du cerveau comme un iceberg, qui est assez classique, parce que effectivement, nous n'avons accès qu'à une petite couche de conscience. Avec un peu d'espièglerie et en pensant aux lois de Douglas Hofstadter, je ne sais pas si vous les connaissez, on pourrait dire que nous ne cessons de sous-estimer la profondeur du traitement non conscient, même lorsque nous sommes conscients de ce phénomène. Nous avons du mal à nous rendre compte à quel point il y a un traitement non conscient dans notre cerveau. Alors comment va-t-on pouvoir résoudre ce dilemme, je dirais? Eh bien, il va falloir avoir accès à des paradigmes expérimentaux, de psychologie expérimentale, où on va volontairement se placer dans des conditions non conscientes et on va explorer la profondeur de traitement des stimuli non conscients, soit par le comportement, soit par l'imagerie cérébrale. On va aller voir jusqu'à quelle profondeur vont des stimuli qui peuvent être masqués, par exemple, et rendus invisibles par le masquage, ou rendus invisibles par l'inattention. Donc c'est toute une psychologie du traitement subliminal de l'information. Aujourd'hui, dans ce cours, on va donc examiner plusieurs prédictions du modèle de l'espace de travail neuronal global proposé avec Jean-Pierre Changeux et Lionel Nakache. Une des prédictions clés de ce modèle, qui est déjà là dans le modèle psychologique de Bernard Baars, c'est qu'il peut y avoir des chaînes complexes de traitement cortical de l'information qui se déroulent non consciemment. Pratiquement tous les processeurs cérébraux peuvent opérer de façon non consciente. Donc bien entendu, reconnaissance visuelle, mais aussi le modèle prédit un traitement massivement parallèle non conscient. Tous ces processeurs peuvent travailler en même temps. Et puis, on va étudier spécifiquement aujourd'hui la question du traitement du langage. Dans quelle mesure, quelles étapes de traitement du langage peuvent se dérouler de façon non consciente. Et là, on va peut-être commencer à trouver des limites au traitement non conscient. Si le modèle de l'espace de travail est correct, il y a un niveau d'intégration de processeurs multiples, ou d'intégration dans le temps aussi, ou peut-être on commence à avoir une dépendance de la représentation consciente des stimuli. Il faut que l'espace de travail soit atteint pour qu'on puisse intégrer des informations multiples. Alors on va regarder spécifiquement si l'intégration des mots dans une phrase demande ou pas la conscience. Et puis je regarderai aussi, dans une deuxième étape, la métacognition. Est-ce qu'on peut avoir un traitement métacognitif avec une introspection d'avoir fait une erreur, par exemple, sans pour autant être conscient de ce qui a conduit à l'erreur? Donc voilà un petit peu le plan d'aujourd'hui, la profondeur et les limites du traitement non conscient. Alors, on a commencé ces études il y a maintenant une 25 années dans le laboratoire, au moins 25 ans, et le modèle initial était très simple, c'était ce qu'on appelle l'amorçage subliminal. Vous imaginez que vous voyez cette série de formes sur un écran, et si les conditions sont justes, c'est-à-dire si le premier mot ici est flashé extrêmement rapidement, vous ne le voyez pas, il est masqué par ces formes, vous ne voyez que le dernier mot, et pourtant, vous pouvez être influencé non consciemment par la présence de cette image subliminale. C'est ce qu'on appelle un paradigme d'image subliminale. Alors nous avions trouvé par exemple que dans toutes sortes de tâches de temps de réaction, eh bien, votre temps de réaction va s'accélérer lorsque on présente le même mot une première fois non consciemment et ensuite consciemment. Donc ici, les barres noires représentent le cas où vous avez eu 2 fois le même mot, comparé aux barres blanches où vous avez eu un mot différent, comme amorce, on appelle ça l'amorce subliminale. Donc votre cerveau tire avantage d'avoir une sorte de prévision très rapide, non consciente, du mot que vous allez voir ensuite consciemment. C'est ce qu'on appelle le phénomène d'amorçage, priming en anglais, repetition priming. Et ici, vous voyez qu'il y a déjà un phénomène intéressant, vous n'avez peut-être pas remarqué, mais le premier mot est en majuscule, le deuxième est en minuscule. On a manipulé systématiquement, est-ce que les mots sont dans la même casse, tous les deux
par exemple en majuscule, ou bien est-ce qu'ils sont dans des cases différentes, comme dans cet exemple ici. Ça ne fait pratiquement pas de différence pour l'effet d'amorçage. Ce qui veut dire que l'effet d'amorçage survient à un niveau de profondeur de traitement des mots qui est indépendant de la forme physique du mot sur l'écran. Ça veut dire que c'est déjà une première indication que le mot va loin dans le système. Et de fait, on avait pu montrer par l'imagerie cérébrale, avec l'IRM fonctionnel, avec notamment Lionel Nakache, que le même effet de priming, d'amorçage, se produit dans l'aire de la forme visuelle des mots. Vous voyez ici une réduction d'activation quand on traite 2 fois le même mot ou quand on traite 2 mots différents. Donc, la réduction d'activation est absolument parallèle au temps de réaction. On gagne du temps et on économise de l'activation cérébrale quand on voit 2 fois le même mot, la première fois non consciemment, la deuxième fois consciemment. Et ceci indépendamment de la casse. Ce n'est pas trivial parce qu'il y a d'autres régions du cerveau, notamment dans les aires plus postérieures du cerveau, ici dans l'hémisphère droit, vous voyez, qui ne montrent de l'amorçage que pour la répétition physique du même stimulus. Mais aucun effet d'amorçage quand on ne répète pas physiquement les mêmes traits sur l'écran. Donc ce sont des régions visuelles qui s'intéressent aux traits particuliers des lettres qui font la différence entre majuscules et minuscules. Mais ce qui est intéressant, c'est que sur le plan du comportement, le traitement des mots va plus profond que ça, de façon non consciente. Alors on était en train de faire ces expériences dans les années 2000, 1999, quand j'ai eu la chance de rencontrer le philosophe Dan Dennett, qui je voudrais rendre hommage, je le ferai plusieurs fois dans ce cours, qui est mort récemment. Dan Dennett était un des très grands philosophes de la recherche sur la conscience, et on s'est retrouvé dans ce monastère magnifique Arabida au Portugal, et on s'est retrouvé dans le même taxi pour aller à ce monastère avec Dan Dennett. C'est la première fois que je pouvais discuter avec lui. J'étais évidemment très impressionné comme jeune chercheur. Il avait publié Consciousness Explained, qui reste un livre extrêmement important, La conscience expliquée, un livre très important pour l'étude de la conscience. Et en quelques minutes, on sympathise, on discute. C'était quelqu'un qui s'intéressait énormément aux expériences. Et il me dit, tu sais, je suis en train de lire Wolf Singer, Christophe Corr, Francis Crick. Il y a cette idée que le binding, la mise ensemble des informations, l'assemblage des informations dépend de la conscience. Est-ce qu'on en est bien sûr? C'était 2 minutes après avoir rencontré Dan Dennett. Voilà, formidable, voilà une idée d'expérience. Est-ce qu'on peut essayer de tester empiriquement l'existence d'assemblage d'informations de façon non consciente, binding. Alors, on s'est rendu compte qu'on pouvait le faire avec notre paradigme de mots. Le paradigme de mots permet d'avoir des mots comme ici en anglais range, qui devient anger si on bouge une lettre du début vers la fin. On peut avoir exactement les mêmes lettres, mais l'assemblage de ces lettres pour former un mot particulier change complètement le stimulus. 2 assemblages différents des mêmes objets. Alors la question, est-ce qu'on peut faire ça non consciemment? Dans ce papier de 2004, donc en français, avec des lecteurs du français, notre métier est aussi intéressant parce qu'on doit trouver des stimuli pour ce genre de tâches, donc une recherche intensive dans le lexique du français. Mais vous voyez que j'avais trouvé des mots comme reflet ici, qu'on peut répéter, comme auparavant, mais on peut aussi le répéter précédé de son anagramme. Ici, quand on prend la première lettre et qu'on la met au bout, vous voyez qu'on obtient un autre mot, trèfle, et on peut avoir exactement les mêmes lettres, mais un mot complètement différent. Est-ce que l'amorçage va dépendre des lettres ou est-ce que l'amorçage va dépendre du mot, de l'assemblage des lettres pour former un mot? Alors évidemment, on compare toujours avec une situation où c'est un mot complètement différent, ici. Et puis, je m'étais rendu compte qu'on pouvait faire encore mieux. On pouvait répéter les mêmes lettres au même endroit. Vous voyez, là, il y a 5 lettres sur 6 qui sont exactement au même endroit sur la rétine. Est-ce que c'est ça qui compte pour l'amorçage dans le cerveau ou bien est-ce que c'est le mot? Voilà les conditions complètes de l'expérience, avec toutes les conditions de même mot, anagramme ou mot complètement différent, et position des lettres identiques ou pas. Et on demandait au sujet de dire, alors c'est toujours des tâches un peu arbitraires, ça n'a pas beaucoup d'importance, dire si le mot est bisyllabique ou pas, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de mots pour cette expérience. Sur le plan du comportement, on réplique un effet d'amorçage non conscient, donc subliminal. Un mot subliminal peut amorcer sa présentation ultérieure. Et vous voyez que l'amorçage ici ne dépend que de la présence du même mot, reflet suivi de reflet, quelle que soit sa position. Mais pas d'amorçage du tout pour trèfle suivi de reflet. Aucun amorçage comportemental dû aux lettres
tout est dû au mot tout entier. Donc, la réponse à Dan Dennett, hein, on peut avoir un amorçage avec assemblage des lettres de façon non consciente. L'assemblage des lettres dans un mot, c'est non conscient. Et au niveau cérébral, très intéressant parce qu'on voit qu'il y a différentes aires qui s'intéressent à différents niveaux de traitement de ces mots. Et ici, si on est relativement en arrière dans l'ère de la forme visuelle des mots, et en fait dans les deux hémisphères, à gauche comme à droite, vous voyez une forme d'amorçage qui n'est pas du tout celui qu'on trouve dans le comportement, et je vous ai marqué les conditions dans lesquelles il y a une réduction de l'activation cérébrale. Ce sont exactement celles où on répète soit toutes les lettres, soit 5 lettres sur 6, exactement au même endroit. Donc c'est une aire cérébrale qui s'intéresse à la position rétinotopique de la lettre et qui économise de l'activation cérébrale lorsqu'elle a une prévision des mêmes lettres au même endroit sur la rétine. Donc on peut dire le code neural ici, c'est un code de lettres rétinotopiques. Et si on avance un petit peu dans l'ère de la forme visuelle à gauche ici, vous voyez qu'on commence par trouver un amorçage qui est toutes les conditions dans lesquelles les lettres sont répétées, quelle que soit leur position, autrement dit, un peu plus d'invariance spatiale pour les lettres. Et puis, quand on avance encore un petit peu, on retrouve, mais c'était des effets très légers, hein, on retrouve ce phénomène d'amorçage comme dans le comportement, c'est-à-dire pour le même mot, et peu ou pas de zéro amorçage pour des mots différents, même s'ils sont faits des mêmes lettres. Donc vous voyez qu'on peut, avec cette méthode d'amorçage, c'est très intéressant, suivre des codes neuronaux qui ont des signatures différentes parce qu'ils réduisent l'activation dans des conditions différentes. Et j'en profite pour dire que nous continuons ces études sur la lecture, vous le savez bien, hein, et tout récemment, donc dans PNAS l'an dernier, avec Akash Agrawal, on a repris cette question du code ordinal des lettres. Je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail, mais je sais qu'il y a un certain nombre d'entre vous qui s'intéressent à la lecture. On a pu confirmer, avec des méthodes de très haute résolution, à 7 Tesla et aussi en magnétoencéphalographie, que le cerveau passe effectivement par un code qui représente la position ordinale des lettres dans le mot, donc qui est complètement différent pour reflet et pour trèfle. Nous pensons qu'il y a des neurones qui répondent à la lettre T, mais pas partout sur la rétine, pas en un endroit fixe sur la rétine non plus, mais en fonction de la position ordinale dans le mot. Je suis la première lettre du mot est un T, d'accord ? La dernière lettre est un E. Donc évidemment, ça donne des codes neuraux complètement différents pour trèfle et pour reflet, et ça peut expliquer que nous reconnaissons des mots en s'appuyant principalement sur la première lettre, la dernière lettre, et puis la position approximative des lettres à l'intérieur du mot. Donc le code neural qui nous permet de reconnaître des mots commence maintenant à être vraiment bien compris. C'est l'ère de la forme visuelle des mots ici, en jaune, dans l'hémisphère gauche, qui a l'air d'avoir ce code qui assemble les lettres et qui arrive à déterminer que chaque lettre a une position ordinale bien particulière par rapport au début et par rapport à la fin du mot. Donc ce code neural-là, il n'y a aucun doute qu'il peut être activé de façon complètement non consciente. Je pense que vous n'avez aucune introspection consciente de la manière dont vous reconnaissez un mot écrit. On pose nos yeux sur un mot, on a l'impression que c'est instantané, mais il y a toutes ces étapes de traitement pour rendre cette représentation invariante pour la position des mots. Alors, dans mon livre sur la conscience, le code de la conscience, j'avais montré cette figure pour vous dire qu'il y a un nombre de paradigmes absolument énormes maintenant de traitements non conscients qui vous montrent que pratiquement tous les circuits cérébraux peuvent être activés de façon peut-être très faible, hein, mais un petit peu, par un traitement non conscient. Vous voyez ici l'étendue de tous ces systèmes, on va parler de certains d'entre eux. Pour ce qui est des mots, il y avait déjà en 2009, et j'en avais parlé dans le cours de 2009, toute une série d'études qui montraient que non seulement la forme, les lettres qui constituent le mot, mais aussi le sens des mots peuvent être activés non consciemment. Dans le cas des nombres, on avait montré que le cortex intrapariétal peut représenter la quantité associée à un nombre de façon non consciente, et il peut y avoir de l'amorçage, par exemple, de 3 vers 4, vous voyez ? Donc ça, c'est forcément un priming sémantique, ça se passe au niveau du sens. Même chose pour des synonymes ici, donc par exemple sofa et canapé, sont des quasi-synonymes, n'est-ce pas, vont donner de l'amorçage. Il n'y a rien de commun entre les lettres de sofa et de canapé, c'est au niveau sémantique que ça se produit. Voilà. Nous avions montré avec Raphaël Gaillard que des électrodes intracrâniennes profondes dans l'amygdale peuvent répondre à des mots qui évoquent la peur, comme le mot requin par exemple. Donc il y a un traitement du contenu émotionnel des mots de façon complètement non consciente, même si on n'a pas conscience d'avoir vu un mot du tout.
Alors, mise à jour maintenant, donc depuis le cours de 2009, au laboratoire, on a fait beaucoup d'expériences pour prolonger cette notion de traitement non conscient et voir jusqu'où on peut aller. Et une des premières questions, c'est est-ce qu'on pourrait traiter plusieurs symboles en même temps? D'après le modèle de l'espace de travail neuronal global, il peut y avoir un traitement massivement parallèle sans conscience. Alors, avec Philippe Van Opstal, Floris Delange, on a créé ce paradigme où vous avez 4 symboles non conscients qui apparaissent en même temps. Il y a 4 chiffres ici qui sont masqués, qui sont présentés de façon très courte, et de sorte que le sujet ne les voit pas. Mais ce n'est plus une cible, ce n'est pas un mot, c'est 4 chiffres en même temps. Et il y en a 4 autres qui apparaissent ici consciemment. Et on a demandé une tâche au sujet qui était amusante et intéressante, c'est de comparer la somme des 4 chiffres avec une cible, qui était la cible 20 ici. On peut aussi demander, on a fait les deux, de comparer la moyenne, et du coup avec 5. Donc la question, c'est est-ce que la moyenne de ces chiffres est plus grand ou plus petit que 5? Vous avez 2 boutons, vous cliquez, vous donnez une réponse approximative, la plus rapide possible, et nous avons observé que les réponses des sujets sont influencées non seulement par les 4 chiffres ici, mais aussi par les 4 chiffres non conscients. Donc il y a 8 chiffres qui sont traités ici dans un seul essai. Et vous voyez que la courbe psychophysique de réponse pour dire c'est plus grand ou c'est plus petit se décale vers la droite suivant que les amorces sont grandes ou petites. Et là, c'est la moyenne des amorces, mais on peut regarder la contribution de chacune des amorces, celle qui est au-dessus, à gauche, à droite ou en dessous, et presque toutes sont significatives. Et c'est des petits effets. Hein. Ça, c'est l'effet conscient, et ça, c'est l'effet non conscient. L'effet non conscient est tout petit, hein, mais il est détectable, il est mesurable, et tous les chiffres ont une influence sur la réponse du sujet. Je voudrais dire aussi que dans ces conditions, si certains d'entre vous veulent se lancer dans ces expériences, il faut absolument vérifier la non-conscience. Alors on ne se contente pas de demander au sujet « vous avez vu quelque chose ou pas ». On demande au sujet une tâche explicite sur les amorces. On mesure ce qu'on appelle le D', qui mesure leur capacité à réaliser une tâche explicite sur les amorces. Lorsque le D' est centré sur 0, ça veut dire qu'il n'y a pas de capacité à réaliser une tâche. Donc vous pouvez faire tous les efforts que vous voulez, vous n'arrivez pas à voir les chiffres et à traiter les chiffres consciemment. Et aussi, il n'y a pas de relation entre la taille de cet effet d'amorçage et le D', la mesure de conscience éventuelle des sujets. Donc il y a une série de vérifications comme ça qui sont faites, je ne rentre pas dans le détail, mais qui permettent d'assurer qu'il n'y a pas de conscience des stimuli dans ces conditions. Donc traitement parallèle de plusieurs chiffres de façon non consciente. Question suivante, est-ce qu'on peut traiter plusieurs mots de façon non consciente? Et les combinaisons de mots, ce n'est pas juste une addition de 4 chiffres. C'est beaucoup plus complexe que ça, il y a un traitement syntaxique. Est-ce qu'on peut le faire de façon non consciente? Donc aller au-delà d'une simple addition. Alors, on a choisi un paradigme que je vais vous décrire, un petit peu compliqué, si vous restez concentré avec moi. La première étape, c'est de se dire qu'il y a déjà de l'évidence que la conjonction de 2 mots, d'un point de vue sémantique, peut donner lieu à des effets de congruence ou d'incongruence non consciente. C'est ce qu'on appelle la N400. Voilà. Si je vous dis par exemple « joyeuse guerre », il y a un conflit entre ces 2 termes. Peut-être encore plus facile pour éliciter une N400, c'est comme ça que ça a été découvert au départ. Je vous donne une phrase du genre ce matin ou hier midi, j'ai mangé mon steak avec une fourchette et une girafe. D'accord. Hein, vous venez d'évoquer une N400 parce que le mot girafe ne peut pas être intégré dans le contexte des mots précédents. Donc on sait que des conflits entre mots vont engendrer cette onde N400 et on s'est demandé si on allait pouvoir voir une modulation de cette onde N400 par des stimuli non conscients qui forment 3 mots consécutifs. Donc si je vous dis « très joyeuse guerre », est-ce que vous avez une plus grande N400 que si je vous dis « pas joyeuse guerre » ? Dans la langue qui a été utilisée ici, c'était syntaxiquement correct. Hein, voilà. Donc est-ce qu'on peut moduler les effets de congruence sémantique par la présence de 3 mots, d'intégration de 3 mots dans une situation non consciente. Alors, cette figure est un peu difficile à comprendre parce que le temps se déroule du haut vers le bas. Rétrospectivement, c'est un peu dommage, mais vous voyez ce qui se passe. Il y a un écran blanc, il y a soit des masques, soit on continue l'écran blanc. Donc ça va être non conscient et ça va être conscient ici. Et puis, on va présenter 2 mots, très bon, très mauvais, pas mauvais. C'était en hollandais, hein, donc tout ça était syntaxiquement correct. Un nouveau masque qui va empêcher la conscience dans la condition de gauche ici, qui va la permettre
dans la condition de droite si on met un blanc. Et puis, la seule chose que vous voyez consciemment, à part des lettres qui clignotent à toute vitesse, ce mot qui vient ici pendant 300 millisecondes, hein, et vous devez dire s'il est positif ou négatif, ça vous focalise sur cette dimension positive ou négative. Donc question, est-ce qu'il y a une influence non consciente de l'adjectif ici et du modulateur, négation ou amplification? Premier effet, on observe effectivement une N400, c'est très faible, hein, ce sont des tout petits effets, hein, y compris quand c'est démasqué. Vous voyez, ça c'est la condition consciente et ça c'est la condition non consciente. Vers 400 millisecondes, la congruence entre l'adjectif et le nom influence cette réponse également, qu'on soit démasqué ou qu'on soit masqué. Et il n'y a pas d'interaction ici, même si l'effet a l'air un tout petit peu plus petit. Ça veut dire que non consciemment, le cerveau détecte l'incongruence entre un adjectif et un nom. De façon très intéressante, on observe ensuite une interaction liée à la conscience, et j'en reparlerai dans les cours suivants, mais vous avez une grande positivité ici, qu'on appelle la P600, parce qu'elle vient vers 600 millisecondes. Ces ondes positives tardives, P300, P3B, P600, elles peuvent venir à des latences différentes, sont des marqueurs de conscience. Et dans ce cas-ci, c'est extrêmement clair. Vous n'avez un effet de congruence sémantique que dans la condition démasquée ici. Et puis alors, deuxième étape, la modulation par la négation. Donc maintenant, on regarde l'effet du modulateur très ou pas, very, not, d'accord? Et on voit que cet effet de négation a une modulation, un effet de modulation également sur la topographie de la N400 ici, et toujours avec pas de différence entre la condition consciente et la condition non consciente. Donc il y a une première étape de traitement sémantique complètement non consciente, où on est capable de moduler le lien sémantique, non seulement entre un adjectif et un nom, mais en tenant compte d'un mot supplémentaire de négation qui vient moduler cette réaction. On voit ici ces résultats sous une autre forme, c'est la taille du potentiel évoqué en microvolts, et vous voyez quand ça devient négatif, c'est l'effet de la N400 ici, donc quand c'est incongruent, vous avez une plus grande négativité. Vous l'avez aussi bien dans le cas conscient que dans le cas non conscient, il n'y a aucune interaction, c'est assez stupéfiant, hein. C'est un traitement qui est complètement identique, qu'on soit conscient ou pas. Et vous voyez que cet effet existe quand c'est le mot très qui vient moduler cette relation sémantique, et l'effet disparaît ou s'inverse un tout petit peu lorsqu'on a la négation ici. Ce n'est pas une inversion complète, mais c'est plutôt une annulation de l'effet de congruence sémantique. Donc la réponse est là, le cerveau est capable de calculer une relation sémantique entre trois mots de façon non consciente. Par contre, vous voyez, ici j'ai indiqué de la même manière la P600, vous voyez qu'il n'y a aucun effet en masqué, il y a un effet important et similaire à celui de la N400, avec le signe opposé, hein, en conditions démasquées, en conditions visibles. Donc il y a des calculs conscients, il y a une prise de conscience de l'incongruence qui correspond à cette positivité tardive, mais avant ça, il y a un calcul non conscient, jusqu'à 400 millisecondes, hein, vous vous rendez compte de la latence considérable de ces effets, on en reparlera, mais il peut y avoir des traitements non conscients, profonds et longs dans le cerveau. Donc, le sens de trois mots formant une phrase nominale, un groupe nominal, peut être intégré de façon non consciente. Et si vous y réfléchissez, c'est une sorte d'opération XOR au sens logique du terme. C'est-à-dire que le modulateur très versus non vient créer cette interaction-là. Donc c'est un calcul qui n'est pas trivial sur le plan sémantique, hein, qui est réalisé ici de façon non consciente. C'était le travail de Simon Van Raal lorsqu'il est venu au laboratoire il y a une dizaine d'années. Alors on peut aller plus loin et se demander s'il peut y avoir un réel traitement syntaxique, ce qu'on appelle l'unification syntaxique, entre deux mots consécutifs sans conscience. Et c'était le travail de thèse de Lucie Berkovitch au laboratoire. Lucie Berkovitch, qui est une très brillante psychiatre, qui est aujourd'hui responsable de recherche et de patients aussi à Sainte-Anne, à Paris. Alors, pour sa thèse, avec Lucie Berkovitch, on s'était demandé quelles opérations syntaxiques peuvent se dérouler non consciemment. Vous n'avez pas conscience, hein, mais votre cerveau applique des règles de syntaxe aux phrases que je suis en train de prononcer, et chacun des mots rentre dans un lexique syntaxique, en tout cas c'est la théorie, qui dit d'abord de quelle catégorie il fait partie, donc ce qu'on appelle part of speech en anglais, par exemple est-ce que c'est un nom ou un verbe,
Et puis ensuite, dans ce lexique, il y a aussi d'autres propriétés comme le nombre, est-ce que c'est singulier ou pluriel, ça pourrait être duel dans certaines langues. Donc par exemple, si vous voyez en anglais eats, eh bien vous savez que c'est eat avec un morphème s, et vous savez que c'est un verbe qui est au présent et qu'il est au singulier. Et tout ceci, c'est calculé de façon extrêmement rapide, automatique, et on va voir sans que vous en ayez conscience. Si je vous montre par contre quelque chose de presque similaire, mais c'est rats, okay, eh bien, vous faites la même décomposition pour dire c'est un mot que je connais, rat, et puis il y a un morphème s, et cette fois-ci, c'est un nom, et il est au pluriel. Et c'est très intéressant parce que le morphème s, ça peut indiquer le singulier pour un verbe en anglais, et le pluriel pour un nom. Alors, est-ce que ces traitements-là, on peut montrer qu'ils sont non conscients? C'est assez intuitif. Hein. Lorsque vous vous concentrez sur le message que je suis en train de délivrer, vous n'avez aucune conscience des étapes de traitement syntaxique. Mais est-ce qu'on peut le prouver de façon expérimentale? Alors, on reprend la même méthode. Il va y avoir un mot amorce, suivi d'un mot cible. Dans une condition, ça va être démasqué. Donc, vous voyez ici, il y a des blancs qui précèdent et qui suivent l'amorce, donc on la voit. Quand vous êtes sujet de cette expérience, vous voyez deux mots consécutifs et on vous demande de vous concentrer sur le deuxième. Mais il y a aussi cette condition, et les deux essais sont mélangés, où l'amorce est présentée de façon extrêmement brève et elle est entourée de masques qui la rendent invisible. Et là, vous dites, ah ben, il n'y avait qu'un seul mot, il y avait des lettres qui clignotaient, puis il n'y avait qu'un seul mot. D'accord. Alors, dans une première expérience, on a mis comme amorce un déterminant ou un pronom. C'était en français, hein, ça pouvait être le ou un, et il ou on, suivi d'un nom ou d'un verbe, et on demandait au sujet de dire est-ce que c'est un nom ou est-ce que c'est un verbe. Juste ça. Vous devez concentrer sur le dernier mot, est-ce que c'est un nom ou est-ce que c'est un verbe. La question, c'est est-ce que la présence de ces mots auparavant va vous accélérer ou pas dans votre comportement. Donc, imaginez les conditions, ça peut être par exemple le chien ou bien le mange. D'accord. Et puis, il mange, congruent, il, chien, incongruent. D'accord. Donc, on va regarder s'il y a un effet de congruence. Et il y a des points méthodologiques intéressants. L'un d'entre eux, c'est qu'on choisit pour chaque sujet lesquels de ces mots vont être présentés dans la condition consciente et lesquels vont être présentés dans la condition non consciente. Donc, il y a des mots que vous ne voyez jamais consciemment. Donc, vous ne pouvez pas, plus ou moins automatiquement, créer des associations nouvelles. Il y a un certain nombre de ces mots que vous ne voyez que inconsciemment. Voilà le résultat, hein. Énorme effet de congruence. On est beaucoup plus rapide dans la condition congruence, qui serait un chien, il mange, que dans la condition incongruente, qui serait il chien, un mange. D'accord ? Donc c'est cette interaction, vous voyez là, le déterminant facilite la réponse au nom, le pronom facilite la réponse au verbe. D'accord ? Ça, c'est la condition consciente, démasquée, pas de surprise. La condition non consciente, même effet. Il n'est pas du tout de la même taille. Hein, vous voyez, alors, il faut quand même se rendre compte que lorsqu'on parle de traitement non conscient, on parle d'un effet de 5 ou 6 millisecondes ici, 7 millisecondes. Ce sont des tout petits effets, hein, toute petite accélération. Mais ça vous montre qu'il y a eu un traitement, au moins jusqu'à cette profondeur-là, qui est la congruence entre un mot et un autre, entre un pronom et un verbe, par exemple. Voilà. Donc cet effet était très très significatif ici, et tout à fait parallèle, même s'il n'est pas de la même taille, entre les conditions conscientes et non conscientes. Simplement, il y a une autre explication, c'est qu'on viole simplement les probabilités de transition entre les mots. C'est peut-être pas de la syntaxe, c'est peut-être simplement de la séquence de mots. Après tout, il, chien, vous n'avez jamais lu ou vu ou entendu ça. Hein. Donc les simples probabilités de transition pourraient peut-être expliquer cet effet. Alors, on s'est demandé si on pouvait avoir le même effet, même dans des conditions où les probabilités de transition sont violées. Et on est arrivé à la condition suivante, où on va regarder un mot qui peut être un singulier ou un pluriel, ici, donc un ou des, on versus il, suivi d'un verbe ou d'un nom qui lui-même est au singulier ou au pluriel. Et la question, c'est est-ce que l'accord en nombre, ici, va être la source d'un effet d'amorçage. Enfin, j'anticipe, je reviens sur ce que je viens de dire. La question, c'est est-ce qu'on continue d'avoir un effet d'amorçage entre le déterminant et le nom, et entre le pronom et le verbe, même quand le nombre n'est pas congruent, et donc même quand les probabilités de transition sont complètement violées. Alors, vous vous êtes habitué à cet effet, il y a un petit effet d'amorçage ici, il est à peine significatif, mais il va quand même dans le bon sens lorsque le nombre est congruent, mais il atteint la significativité quand le nombre est incongruent ici.
Donc ça, c'est très intéressant parce que vous n'avez que des paires qui sont impossibles en français, il au pluriel suivi de chien au singulier, un versus mange, mais aussi il au pluriel suivi de mange au singulier, ou un chien au pluriel. Tout ça, c'est des probabilités de transition qui sont beaucoup plus faibles, hein, et néanmoins, vous avez encore l'effet d'amorçage. Et puis alors, on s'est demandé, est-ce que le paramètre de nombre lui-même, singulier ou pluriel, pourrait en soi avoir un effet d'amorçage? Donc là, l'expérience, c'est toujours la même, hein, il y a toutes sortes de variantes de cette expérience, mais cette fois-ci, on se demande si il va y avoir de l'amorçage par une amorce au pluriel pour des mots au pluriel et par une amorce au singulier pour des mots au singulier. D'accord ? Donc la congruence, cette fois-ci, est définie non pas par le fait que le mot s'accorde, que ce soit un déterminant qui colle avec un nom, un pronom qui colle avec un verbe, mais simplement, est-ce qu'ils sont tous les deux au singulier ou est-ce qu'ils sont tous les deux au pluriel? Même si les violations, là, cette fois-ci, sont dramatiques. Par exemple, on chien, d'accord? Eh bien, on trouve qu'il y a un effet d'amorçage pour on chien qui est congruent sur le plan du singulier versus on chien au pluriel où il y a un singulier suivi d'un pluriel. J'espère que vous me suivez vaguement, c'est un peu compliqué, mais ça veut dire que notre cerveau extrait automatiquement un trait qui est singulier au pluriel, il le fait pour le mot non conscient et il regarde la congruence avec l'effet conscient. Autrement dit, il y a un amorçage par un trait syntaxique qui est le trait singulier pluriel. Et quand les deux traits votent dans la même direction, on est accéléré par rapport au cas où les deux traits ne votent pas dans la même direction. Donc calcul syntaxique non conscient ici. Il n'y a aucun doute que l'extraction de l'information morphosyntaxique, la décomposition d'un mot comme chien avec un S au bout en un nom et puis un morphème du pluriel se fait non consciemment et influence le traitement ultérieur des mots. Alors, on a continué sur ces questions. C'est pas toujours facile de trouver les bons paradigmes pour étudier ces questions. Et là, avec un collègue japonais, Kimiro Nakamura, on a vu qu'on pouvait poser peut-être plus facilement en japonais que dans d'autres langues la question de la distance d'intégration entre les mots. Dans tout ce que je viens de vous montrer, il y a une distance temporelle extrêmement faible. L'amorce vient juste avant le mot. Donc l'amorce non consciente a le temps d'influencer le mot. Et avec Lionel Nakache, on avait formulé et testé l'hypothèse que les effets non conscients se dissipent au fil du temps. Lionel Nakache a écrit ça dans un de ses livres, il a dit l'inconscient est structuré comme une exponentielle décroissante. Bon, c'était pas mal, c'est une formule sympathique. Ça veut dire les effets non conscients, ils ne restent pas longtemps dans le cerveau, ils s'écroulent avec le temps. Donc on s'est posé la question ici, est-ce que lorsqu'il s'agit d'intégrer beaucoup de mots dans une phrase, est-ce qu'il n'y aurait pas à ce moment-là une dépendance du traitement conscient? Donc vous avez ici une situation où on présente une phrase entière, consciemment ou non consciemment. Dans la condition non consciente qui est masquée ici, vous voyez, il y a plein de masques, vous voyez, et donc on voit pratiquement aucun de ces mots, on voit le premier et on voit le dernier, c'est tout. Mais ce qui va nous intéresser, c'est est-ce qu'il y a une congruence entre un mot qui est au milieu de la phrase ici et le verbe qui vient tout à la fin. Donc congruence sémantique, cette fois-ci, donc le chien court ou bien le chien bout, ici. Ouais. Et puis plein de paires de mots comme ça qui peuvent être congruents sur le plan sémantique ou incongruents sur le plan sémantique. Donc question, est-ce que le mot amorce ici va influencer sur le plan sémantique par sa congruence le traitement du verbe final, et est-ce que ça va dépendre de la distance entre ces mots? Les mots peuvent se suivre, distance 0 ici, ou bien ils peuvent être espacés parce qu'on rajoute des adverbes ici qui permettent de façon relativement raisonnable en japonais d'espacer, d'augmenter la distance entre le sujet et le verbe. D'accord ? Alors on demandait au sujet simple de juger comme il ne voit que le dernier mot, ici dans la condition masquée, on demande de se concentrer sur le dernier mot et de dire si c'est un mot animé ou inanimé, un verbe qui correspond à un être animé ou inanimé. Ces tâches varient suivant les paradigmes, mais c'est relativement peu d'importance. Voilà, la question, je pense, est bien posée. Est-ce qu'on peut intégrer des mots? Est-ce qu'il y a une fenêtre d'intégration non consciente qui est plus courte que la fenêtre d'intégration consciente?
Alors, premier résultat comportemental, ces résultats ne sont pas aussi parfaits qu'on souhaiterait, mais c'est quand même assez clair ici. Vous voyez qu'il y a un effet d'amorçage. La condition congruente est plus rapide que la condition incongruente, et dans la condition démasquée, c'est vrai pour toutes les distances entre les mots. De 0 mot à 3 mots de distance, vous n'avez pas de différence, vous avez toujours un effet d'amorçage. Ça, c'est conscient, ça c'est logique, hein. Consciemment, on intègre tous les mots de la phrase et on conserve jusqu'à la fin de la phrase l'identité et le sens des mots qui ont été présentés tout au long de la phrase. C'est une caractéristique du traitement conscient. Bon, non consciemment, vous voyez qu'il y a très peu d'effets, et en réalité, il y a juste une tendance ici, uniquement pour les distances 0 et 1. Et on retrouve cet effet au niveau des potentiels évoqués, lorsqu'on enregistre donc toujours cette N400, qui est un marqueur de la congruence sémantique entre les mots. Vous voyez qu'il y a une N400 dans la condition démasquée, très forte. Elle est encore là un petit peu dans la condition masquée. Mais si on regarde, dans la condition démasquée, donc consciente, elle est là à toutes les distances. Et dans la condition masquée, elle n'est là qu'à distance 0 et à distance 1, et elle devient complètement non significative dans les conditions avec une plus grande distance temporelle. Autrement dit, il faut que les mots se suivent ou soient très proches dans le temps. Il peut y avoir un mot entre les deux pour qu'il puisse y avoir une intégration non consciente. Mais l'inconscient s'écroule rapidement dans le temps et la conscience est nécessaire, dans les conditions de cette expérience en tout cas, pour intégrer plusieurs mots dans une phrase complète avec un sujet qui correspond ou pas sémantiquement avec le verbe. Donc c'est une première indication intéressante de la limite du traitement non conscient. Nous pouvons traiter le sens des mots isolés non consciemment. Nous pouvons, dans une certaine mesure, assembler un mot avec un autre non consciemment, mais on ne voit ça que pour des mots qui sont proches dans le temps, qui se suivent. Et s'ils ne sont pas proches dans le temps, il faut quelque chose comme une mémoire de travail consciente pour les garder en ligne et les intégrer. Alors, d'autres paradigmes étudient maintenant cette question du traitement non conscient des phrases, et je voulais vous parler de paradigmes plus récents. Hein. D'abord, on a travaillé avec Liping Wang, qui est mon collègue de Shanghai, qui était longtemps au laboratoire, sur les patients avec des troubles de la conscience. Ça, c'est très intéressant, parce qu'on peut avoir des patients qui sont non conscients de façon prolongée, et on peut donc leur présenter des phrases entières dans des conditions de non-conscience. Et notre but était de voir dans quelle mesure on peut avoir des marqueurs de conscience dans le traitement de l'information sur les phrases. Alors, le paradigme aussi est intéressant. C'est fait référence à un article de Ding et al. De 2015. Si la syntaxe vous intéresse, je vous recommande cet article, qui fait suite d'ailleurs au travail qu'on a pu faire avec Christophe Pallier au laboratoire en 2010-2011. Imaginez que vous avez plusieurs mots successifs, un mot tous les 250 millisecondes, et bon, ici c'est en chinois, mais ça marche aussi dans d'autres langues. Hein. Dans la condition la plus simple, c'est juste des mots isolés qui ne se relient pas entre eux. Donc vous avez une fréquence de base qui est tous les 4 fois par seconde, donc 4 Hertz, vous avez un mot qui apparaît sur l'écran. Et puis dans la condition phrase, syntagme si vous voulez, les mots vont aller par deux. Par exemple, c'est quoi la vieille vache, grand arbre, etc. Le rythme est toujours le même, 4 par seconde, mais le rythme mental, c'est 2 par seconde, parce que vous pouvez organiser les mots sous forme de syntagme qui regroupe 2 mots. Et puis, bien sûr, on peut aller plus loin et les regrouper en 4 mots, par exemple. Donc ici, petit cheval franchit rivière, c'est une phrase possible en chinois. Voilà. Ça fait une phrase de 4 mots, et si il y a des systèmes cérébraux qui sont sensibles au niveau de la phrase, eh bien, ils vont répondre à cette fréquence beaucoup plus basse, qui est de 1 Hertz. Maintenant, tous les 4 mots, il y a une phrase. Alors, on peut regarder dans le cerveau, avec des méthodes d'électrophysiologie, tout simplement de EEG ici, ou de magnétoencéphalographie, quelles sont les réponses, et est-ce qu'il y a des réponses à ces différents niveaux, le mot isolé, le syntagme, la phrase. Et dans la première condition, ici, on avait simplement pris des sujets normaux, mais en les distrayant. Vous voyez, soit ils font attention aux mots, aux phrases, soit ils sont distraits par une tâche visuelle très difficile ici. Et vous voyez qu'on observe, quand il y a la condition mot seul ici, un magnifique pic à 4 Hertz, mais quand on présente ces mots qui forment des phrases, vous avez des sous-pics ici, à 2 Hertz et à 1 Hertz, qui indiquent que le sujet représente effectivement
le syntagme et la phrase. Son cerveau répond à ces fréquences plus basses qui sont liées à la structuration des mots dans des phrases. Eh bien, ces pics s'observent même quand le sujet est distrait par une tâche extrêmement difficile, et à la fin de l'expérience, il dit « je ne pouvais absolument pas faire attention aux phrases, je n'ai aucune idée de ce que c'était que ces phrases, etc. Je n'ai pas fait attention. » Donc, c'est une première indication qu'il peut y avoir un traitement non conscient d'intégration de mots dans des syntagmes et de syntagmes dans des phrases en l'absence d'attention. Les effets diminuent, hein, et c'est compatible avec ce que je vous disais auparavant, mais il semblerait qu'il reste encore un peu de traitement en l'absence d'attention. Bon, cette expérience est un petit peu ambiguë vis-à-vis de la conscience parce que est-ce qu'on peut vraiment garantir que le sujet a porté aucune attention? Est-ce qu'il est vraiment complètement non conscient? C'est pas complètement bien déterminé ici. Mais on refait ensuite la même expérience chez des patients avec des troubles de la conscience, donc ce qu'on appelle un état de conscience minimale, donc MCS, Minimal Conscious State, et puis ce qu'on appelle maintenant Unresponsive Wakefulness Syndrome, c'est-à-dire une situation où les patients ne répondent pas, ont un cycle veille-sommeil, mais ne répondent pas convenablement le matin. Et simplement pour vous montrer que ici, donc vous avez toujours le niveau du mot, de la phrase, pardon, du syntagme ou de la phrase tout entière. Vous voyez, c'est très clair ici chez les patients qui ont une conscience normale, mais qui sont des patients à l'hôpital. Hein. Vous avez une récupération de ces pics ici qui peuvent être faibles, mais détectables pour le niveau du syntagme ou de la phrase, et vous avez essentiellement pas de capacité de détecter ces effets-là au niveau du groupe chez les patients. Simplement, dans des sujets individuels, on peut encore détecter ces pics, et le papier montre que si on arrive à détecter ces pics, le patient est soit déjà conscient, soit en train de récupérer la conscience. Donc, ce sont des marqueurs intéressants pour montrer que le traitement des phrases peut être en partie préservé, et s'il est préservé au niveau cortical, Lionel Nakache dit le minimal conscious state, c'est plutôt un minimal cortical state, c'est-à-dire qu'il reste encore suffisamment de cortex, il est encore capable de faire un traitement profond. Eh bien, à ce moment-là, il est probable que le patient se réveille plus tard ou peut-être soit déjà conscient. Voilà. Donc la préservation de l'intégration dans les mots, dans les phrases, pourrait être un marqueur extrêmement intéressant, soit de conscience résiduelle, soit un traitement non conscient suffisamment profond pour prédire que le patient va probablement se réveiller. C'est un domaine de recherche immense dont j'essaierai de parler au dernier cours, la question des prédicteurs de la conscience et des signatures de la conscience chez les patients. Ici, il y a une signature qui est intéressante parce qu'elle prédit aussi est-ce que le patient va continuer de comprendre le langage quand il se réveille, n'est-ce pas ? Et puis, d'autres paradigmes, pour terminer sur cette question du langage non conscient, d'autres paradigmes font appel à l'anesthésie. Alors ça, c'est intéressant, évidemment, si on est sous anesthésie générale, est-ce qu'on continue de comprendre les phrases qui sont peut-être parlées autour de nous, ou bien est-ce que l'anesthésie annihile complètement le traitement du son et des phrases? Un premier article ici de Florian Morman, Isaac Fried et Yuval Nir montre qu'il peut y avoir un traitement auditif sans conscience. Donc ça, ici, c'est pas du tout du langage, c'est simplement des sons qui sont présentés. Vous voyez que dans l'état de veille, plein d'électrodes intracrâniennes répondent aux sons qui sont présentés. Et dans l'état d'anesthésie, beaucoup de ces électrodes continuent de répondre. Mais si vous comparez l'image de gauche et l'image de droite, vous voyez quelque chose qu'on développera dans les cours suivants, c'est qu'il y a quand même une différence massive entre traitement conscient et traitement non conscient. Et c'est extrêmement intéressant de voir que le lobe temporal peut rester de façon modulaire, activé, en train de traiter les sons qui rentrent dans le système ici, sous anesthésie générale, alors que vous voyez que les régions frontales ici disparaissent de façon massive. Ça correspond tout à fait aux prédictions du modèle de l'espace de travail neuronal global. Il y a un traitement non conscient, mais qui reste confiné dans des processeurs du lobe temporal ici. Alors ça, c'est pour des sons élémentaires. Les auteurs commencent aussi à présenter des mots. Je pense qu'on doit attendre de nouvelles publications de ce groupe. Ici, vous avez des réponses neuronales. C'est très intéressant parce que ce sont de rares situations de neurones uniques qui répondent à des mots. On y reviendra. Donc des électrodes profondes qui permettent de détecter des décharges, des potentiels d'action ici à des mots. Et vous voyez que ici, la réponse aux mots peut être préservée, parfois complètement inchangée, dans le cortex auditif primaire. Donc cela ici, c'est sans doute une réponse aux phonèmes ou aux syllabes qui constituent le mot.
Et dans d'autres régions un petit peu plus avancées, toujours dans le cortex temporal supérieur, hein, vous avez des réponses aux mots qui sont préservées, mais quand même fortement diminuées dans l'anesthésie générale. Ici. Donc on commence à voir ce qu'on a vu aussi dans des conditions subliminales chez le sujet normal, c'est-à-dire un traitement qui, quelque part, un peu comme cette vague que je vous décrivais dans le cours précédent, hein, le stimulus peut rentrer dans le système, mais s'il est non conscient, il se dissipe progressivement. Il a quelques effets en profondeur, mais il se dissipe progressivement ici dans le cortex. Et alors je ne peux pas ne pas mentionner un article tout récent, en fait qui n'est pas encore publié, c'est un préprint, 2025, qui est extrêmement provocateur, parce que c'est toujours sous anesthésie générale, et il suggère qu'il peut y avoir un traitement sémantique non conscient au niveau de la phrase dans l'hippocampe. Alors si c'est vrai, ça veut dire que les stimuli non conscients vont quand même à une profondeur tout à fait considérable. Alors je vous explique de quoi il s'agit. On est toujours chez des patients, et chez les patients, il y a certains patients qui souffrent d'épilepsie chez qui on va faire une resection du lobe temporal. On va enlever la partie antérieure du lobe temporal parce qu'elle est à l'origine des crises d'épilepsie. Et dans ces conditions, ils font ici une intervention en 2 temps, chez très peu de patients. Je crois que dans l'article, il y en a 3, il me semble. Mais ils en accumulent un peu plus au fil du temps. Donc, ils commencent par faire la resection du lobe temporal. On enlève le cortex. C'est une préparation assez extraordinaire parce qu'on voit littéralement l'hippocampe qui est exposé. Il est en dessous du lobe temporal antérieur. Hein. On voit l'hippocampe. Et à ce moment-là, dans des conditions éthiques qui sont acceptées par le système américain, on enregistre avec des électrodes qu'on appelle neuropixels des centaines de neurones dans l'hippocampe, qui est directement exposé. On place le neuropixel dans l'hippocampe, on enregistre, ensuite on va l'enlever et ils vont faire la resection hippocampique qui était prévue depuis le départ. Il n'y a pas de problème éthique, mais on passe à peu près un quart d'heure, 20 minutes à enregistrer des neurones de l'hippocampe par centaines. Voilà. C'est ça qui est quand même très original et cette technique de neuropixel ici est en train vraiment de bouleverser, je dirais, le domaine de l'enregistrement neuronal. Voilà. Alors il y a plusieurs expériences, mais dans l'expérience 2, le patient est toujours sous anesthésie générale, supposément non conscient, hein, et on lui fait écouter des histoires. Donc il entend des mots qui forment une histoire, des phrases, de façon auditive. Hein. Et alors c'est pas toujours très facile d'analyser ce paradigme, qui est un paradigme un peu naturel, qui a été étudié par exemple par Jack Gallant, mais on peut décomposer chaque mot en vecteurs sémantiques qui nous disent les grandes dimensions de sens. Est-ce que c'est animé ou inanimé? Est-ce que c'est un verbe ou pas? Voilà. Donc ils codent, ils utilisent dans un premier temps Word2Vec pour coder les grandes dimensions sémantiques des mots. Alors, premier résultat, les décharges neuronales de la plupart des neurones de l'hippocampe sont sensibles à la présence des mots. Donc il y a des neurones qui déchargent de façon sélective à certains mots. Deuxième résultat, l'activation de beaucoup de ces cellules peut être prédite par les dimensions sémantiques des mots en question. Donc ici, vous avez le coefficient de corrélation d'un modèle avec ces 6 dimensions principales des mots. Et le coefficient de corrélation est extrêmement significatif. C'est différents patients ici. Donc je me suis trompé, il y a plus que... Là, c'est patient 6 et patient 8. Il commence à y avoir pas mal de patients. Et vous voyez que les dimensions sémantiques des mots prédisent quel neurone va être activé ou pas. Et dans un autre article, ils disent que si on suit, parce que le neuropixel, il a une dimension longitudinale, on a des neurones qui sont donc étagés dans l'espace de l'hippocampe, depuis la face mésiale jusqu'à la face externe de l'hippocampe, et ils disent que les dimensions sémantiques sont codées par les dimensions spatiales dans l'hippocampe. Donc il y a vraiment une organisation topologique, microscopique, on n'a pas de quelques millimètres, dans ces dimensions sémantiques dans l'hippocampe humain. Mais ce qui est stupéfiant pour ce qui est de la conscience, c'est que c'est des patients anesthésiés, sous anesthésie générale. Donc ça veut dire que le signal auditif, si c'est vrai, serait traité tout au long d'une chaîne de traitement qui va jusque dans l'hippocampe. Bon, moi ça ne me choque pas plus que ça dans le cadre du modèle de l'espace de travail neuronal global, parce que l'hippocampe est un processeur comme les autres, mais il faut qu'il y ait une chaîne de processeurs qui soit arrivée jusque-là. Alors il y a une autre analyse très intéressante qu'ils font, c'est qu'ils montrent que les traits du mot précédent, mais aussi du mot suivant, prédisent les décharges neuronales. Et alors le fait que le mot suivant soit prédictif, en plus du mot actuel ici,
il suggère que ça veut dire que le cerveau continue d'avoir un rôle prédictif, prédit le mot suivant, même de façon non consciente. Qu'on ferait en permanence des prédictions non conscientes, et même sous anesthésie générale. Alors ça commence à être vraiment très provocateur. Hein. Moi je pense que là, il y a quand même un problème un peu fondamental, qui est que dans une phrase qui n'est pas contrôlée, eh bien les différents mots sont corrélés entre eux. Et c'est possible que ce soit simplement ces corrélations entre elles qui font qu'on arrive à une un petit peu meilleure prédiction de la réponse au mot 0 ici, en rajoutant les traits du mot suivant. Mais ça ne veut pas dire que le cerveau est en train d'anticiper le mot suivant nécessairement. Donc je pense que là, on touche les limites d'un paradigme naturaliste comme ça, où on ne contrôle pas les stimuli, on se contente de faire écouter des histoires à la radio. C'est difficile d'avoir des variables très analytiques. Vous voyez quand même aussi que la décharge est extrêmement locale dans le temps. Et ça, c'est compatible avec ce que je vous disais auparavant. Ce sont les mots récents qui influencent le taux de décharge des neurones actuellement. Donc il n'y a pas d'évidence d'une intégration au niveau de la phrase non consciente. En tout cas, ça reste à prouver. Voilà. Mais je crois que c'est extrêmement clair dans toutes ces études qu'un mot non conscient peut être traité tout au long d'une chaîne auditive jusqu'à un niveau sémantique et peut-être jusqu'au niveau de l'hippocampe sans conscience. On attend que cet article soit publié, c'est un préprint. Alors, quelles sont les limites du traitement non conscient ? Est-ce qu'on va trouver des opérations qui sont radicalement différentes suivant qu'on soit conscient ou qu'on ne soit pas conscient ? Dans mon hypothèse, la conscience, c'est un goulot d'étranglement lent. C'est des opérations lentes, sérielles, de type système 2 de Kahneman, qui viennent tardivement, au moins 100 millisecondes après le stimulus, et qui traitent un objet mental à la fois. C'est ça qui caractérise notre traitement conscient d'après le modèle de l'espace de travail neuronal global. Alors, quelles pourraient être les fonctions d'un tel système s'il est lent et s'il est très limité? Eh bien, la première fonction pourrait être d'intégrer des informations multiples, d'y réfléchir, d'être capable de les garder en ligne, en mémoire de travail, de les garder donc stables, et ça correspond à cette idée que l'information subliminale est évanescente, qu'elle disparaît comme une exponentielle décroissante, alors que l'information consciente reste stable. Il y a cette idée aussi d'un routeur qui est capable de prendre l'information de n'importe quel module et de l'envoyer, de la diffuser, broadcast en anglais, à tous les autres modules. C'est ça, l'espace de travail global. Et c'est une hypothèse qu'on a testée, je ne reviens pas là-dessus, mais avec Jérôme Sacure. Si on doit faire une chaîne de 2 opérations, l'une d'entre elles peut s'exécuter non consciemment, mais pas la chaîne de 2 opérations. Et puis, il y a une dernière grande sphère cognitive qui est le monitoring de notre comportement. Est-ce qu'on peut introspecter? L'introspection est tardive et peut-être dépendante de cet espace de travail neuronal global pour étudier notre comportement, réfléchir à nos décisions passées, peut-être réfléchir à nos erreurs et être capable d'anticiper, de les corriger pour une fois ultérieure. Alors, pour ce qui est de cette détection d'erreurs, il y a un système qui est bien identifié maintenant, qui est ce qu'on appelle Error Related Negativity, une réponse extrêmement forte et facile à détecter en potentiel évoqué lorsqu'on clique sur un mauvais bouton ou qu'on fait une erreur, qu'on se trompe, et dans une situation où c'est une erreur bête, où on se rend compte qu'on fait une erreur. D'accord ? Alors, vous voyez un peu la forme que prend cette réponse ici, j'en ai déjà parlé dans différents cours. C'est une image d'ailleurs qui vient de mon livre, Face à face avec son cerveau. Hein. Ici, vous avez 0, c'est le moment où le sujet clique sur un bouton, et là, on lui demande simplement de comparer des chiffres avec 5. Donc, il doit dire si c'est plus grand ou plus petit que 5. Donc, vous voyez le chiffre 6, et vous savez très bien que c'est plus grand que 5. Mais parfois, votre main clique le mauvais bouton. Au moment où votre main clique le mauvais bouton, vous avez une énorme négativité qui se développe. En 80 millisecondes, elle atteint son pic ici. Vous voyez la topographie au niveau du cortex singulaire antérieur, ici la ligne médiane du cortex frontal. Des sources seraient dans le cortex singulaire antérieur et aussi dans le cortex singulaire postérieur, ici. Et vous voyez que c'est un effet majeur qui, en fait, commence pratiquement au moment où vous commencez à répondre, ou un petit peu avant. Vous savez que vous êtes en train de faire la mauvaise réponse, mais vous ne pouvez pas vous empêcher de la faire, vous n'arrivez pas à arrêter cette mauvaise réponse. C'est un système de monitoring de soi-même. Alors, est-ce qu'un tel système dépendrait de la conscience ? C'est la question qu'on s'est posée. Il y a un débat là-dessus. Certains pensent que la métacognition, presque par définition,
reclère la conscience, c'est l'introspection, donc c'est forcément conscient. Il y a une théorie, par exemple, qui est Higher Order Thought Theory, qui dit que ce type de pensées d'ordre supérieur sont nécessairement accompagnées de conscience. Voilà. Mais il y a aussi l'hypothèse du cerveau bayésien qui dit non, toutes les étapes de traitement dans notre cerveau, y compris la syntaxe, la reconnaissance des mots, des chiffres, etc., peuvent s'exécuter de façon non consciente et sont des calculs probabilistes. Et qui dit calcul probabiliste dit probabilité associée de savoir qu'on se trompe ou pas. Donc il pourrait y avoir un signal de confiance, je crois que je me trompe, qui serait calculé non consciemment. Voilà. Donc est-ce que la négativité liée à l'erreur relève des opérations préfrontales, d'attention exécutive? Sa position dans le cortex cingulaire intérieur le suggère, hein, qui indiquerait une comparaison entre une intention consciente et une réponse non consciente, ou bien est-ce que c'est une réponse automatique qui signale simplement un conflit qui n'est pas forcément détecté consciemment? C'est la question qu'on a voulu étudier et ça a fait l'objet de la thèse de Lucy Charles, que je voudrais saluer ici, qui joue un rôle très important dans l'association for the Scientific Study of Consciousness, ASSC, qui est une des grandes associations d'études de la conscience, qui fait beaucoup de recherches maintenant au Royaume-Uni. Dans la thèse de Lucy Charles, on avait voulu étudier l'erreur consciente ou non consciente. Est-ce qu'on peut avoir un traitement non conscient de ses propres erreurs? Alors, le paradigme était le suivant, toujours nos chiffres, qu'on va flasher très brièvement, masquer, de sorte que, en fonction du délai entre le chiffre et le masque, on voit ou on ne voit pas le stimulus. Et si on est à peu près à 50 millisecondes de délai entre les deux, on est presque au seuil, 33 millisecondes, 50 millisecondes, tantôt on le voit, tantôt on ne le voit pas. On avait créé un paradigme assez malin où à chaque essai, d'abord vous cliquez pour dire c'est plus grand, plus petit que 5, et vous faites parfois des erreurs. Ensuite, d'ailleurs, c'était rapide dans l'expérience 1 et à votre rythme dans l'expérience 2. Et puis ensuite, on vous dit, mais vous avez vu le chiffre ou vous ne l'avez pas vu? On vous force à répondre à chaque essai. Hein. Mais vous avez répondu en voyant le chiffre ou vous avez répondu sans voir le chiffre? Et puis, troisième réponse, est-ce que vous pensez que vous êtes trompé ou est-ce que vous pensez que vous avez répondu correctement? Donc à chaque essai, le sujet fait ces trois réponses. Ce qui nous permet de trier les essais en essais vus, conscients, et essais pas vus, non conscients, et ensuite de regarder ce qui se passe dans les autres tâches quand c'est vu ou quand c'est pas vu. Alors, voilà le principal résultat. Voilà cette négativité liée à l'erreur ici. Dans tous les essais vus, elle est massive. Dans tous les essais pas vus, rien du tout. Pas de différence entre les essais corrects et les essais avec erreur. Évidemment, vous pensez que ce n'est pas forcément le même délai entre les essais vus et les essais pas vus. Mais vous voyez ici, maintenant, je vous montre le délai entre le chiffre et le masque. Et bien sûr, il y a plus d'essais vus ici en bleu à SOA long, donc à délai long. Hein, et là, il y a une très grosse négativité liée à l'erreur. Mais vous avez aussi des essais identiques à 50 millisecondes ou à 33 millisecondes. Peut-être là, c'est la courbe jaune qui est le plus intéressant ici, parce que vous avez beaucoup d'essais pas vus où il n'y a aucune détection d'erreur et pas mal d'essais vus où il y a une belle détection d'erreur. Donc cette négativité liée à l'erreur ne survient que dans les essais conscients. Pour la première fois, ici, on avait une évidence extrêmement claire d'un système presque tout ou rien. Si je suis conscient, je sais que j'ai fait une erreur et ce système se déclenche. Si je ne suis pas conscient, je ne sais pas que j'ai fait une erreur. Alors ça se complique un tout petit peu parce que le comportement, lui, montrait de l'évidence d'être légèrement au-dessus du niveau du hasard, même non consciemment. J'en profite pour vous introduire à un concept qui fait partie de la métacognition. J'ai fait tout un cours sur la métacognition, donc je ne m'étends pas trop là-dessus, mais vous savez que pour évaluer les performances de premier niveau du sujet, on fait appel à la théorie de la détection du signal. On regarde si quand la cible était plus petite que 5, il a bien répondu avec la main gauche, quand la cible était plus grande que 5, il a bien répondu avec la main droite, et on peut calculer cette matrice d'erreur. Ici, on peut l'analyser sous forme d'un D' qui mesure à quel point le sujet fait bien mieux que le hasard. D'accord ? C'est la théorie de la détection du signal qui conduit à cette mesure de qu'on appelle D', qui dit à quel point le sujet répond plus dans les cases bleues ici que dans les cases rouges. Bien. On peut faire exactement la même chose au niveau 2. Et ça conduit à ce qu'on appelle la mesure de méta-D' ici. Ici, on regarde si le sujet a effectivement fait une erreur ou répondu correctement, et on regarde s'il a dit « j'ai fait une erreur »
ou s'il a dit « j'ai répondu correctement ». S'il a une bonne introspection, les cases bleues doivent être plus nourries que les cases rouges. D'accord ? Et c'est ce qu'on calcule par ce méta des primes. Est-ce que le sujet arrive à introspecter qu'il a fait une erreur ou pas? Et là, on a une petite surprise intéressante. Voilà les données, c'est un peu compliqué, mais je vous montre. Dans la condition vue, aussi bien le D', qui est en cercle ici, que le méta D' sont très au-dessus du hasard. Donc le sujet répond correctement, mais fait parfois quelques erreurs, mais quand il fait une erreur, il sait qu'il a fait une erreur. D'accord ? C'est ça qu'indique le méta D' ici, très élevé. Bien. Mais maintenant, regardez la condition non consciente. Et là, on est dans l'expérience 1, le sujet répond à toute vitesse, donc il fait pas mal d'erreurs. Dans les conditions pas vues, il a un D' qui est non différent de 0, mais le méta D' est supérieur à 0. Donc le sujet sait qu'il a fait des erreurs. Il fait mieux que le hasard pour dire j'ai fait une erreur ou j'ai pas fait une erreur. D'accord ? Et on a répliqué ça dans l'expérience 2. Et dans l'expérience 2, on laisse le sujet répondre un peu plus lentement. Donc cette fois-ci, il fait mieux que le hasard dans la tâche principale, ici, même quand il dit qu'il n'a pas vu. Et il fait mieux que le hasard pour dire s'il a fait une erreur ou pas. Donc il y a une introspection. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il fait mieux que le hasard pour dire qu'il a vu quelque chose. Voilà le vrai paradoxe. Hein. Donc je vous ai mis ici le méta D', uniquement le méta D'. Alors il est très élevé pour les essais vus, mais il est positif pour les essais pas vus. Ça veut dire la performance de détection d'erreur est au-dessus du hasard, et pourtant, il n'y a aucune négativité liée à l'erreur ici. Alors on s'est été confronté à ce paradoxe, on a pas mal réfléchi, et on pense qu'il y a deux manières de détecter les erreurs. Voilà. La première manière, c'est la théorie de la détection du signal. J'ai une distribution d'état interne qui me conduit à faire la réponse 1 ou à la réponse 2, c'est plus grand que 5 ou c'est plus petit que 5, si vous imaginez que la référence est 5 ici. Je peux faire une réponse meilleure que le hasard, mais si j'ai vraiment un signal interne, je peux aussi faire une réponse de type 2, de méta-réponse, mieux que le hasard. Si je sais où se trouve mon signal par rapport à la borne qui dit c'est plus grand ou c'est plus petit que 5, bien si c'est proche de la frontière, je peux dire c'est probable que je me sois trompé. Si c'est loin de la frontière, je peux dire il y a de bonnes chances que je ne me sois pas trompé. D'accord ? Je peux faire mieux que le hasard dans une méta-réponse sur la base de la distance à la frontière pour le jugement de type 1. J'espère que c'est à peu près clair. Ça, c'est le cerveau bayésien. Un cerveau bayésien qui est capable de faire des calculs probabilistes sur ses réponses, il a toujours une information probabiliste sur sa méta-réponse. Il est capable de faire mieux que le hasard pour dire quelle est la probabilité de se tromper ou pas. D'accord ? Donc, dans la perspective bayésienne, toutes les aires cérébrales, non consciemment, calculent l'incertitude associée à leur calcul. Ce serait une caractéristique d'ailleurs du cerveau qui est différente de celle de beaucoup de systèmes d'intelligence artificielle, de savoir en permanence quelle est la probabilité de répondre correctement ou pas. Alors ça, c'est le premier système qui peut permettre de faire mieux que le hasard. Ça ne va pas être parfait, mais si l'évidence que je reçois est proche de la frontière, il y a de bonnes chances que je me trompe. Il y a plus de chances que je me trompe que si l'évidence est loin de la frontière. Le deuxième système, c'est un système qui, lui, est capable de dire à chaque essai, je me trompe ou je ne me trompe pas. C'est là la vraie introspection et c'est là le vrai système conscient. Voilà ce qu'on a proposé, hein. C'est qu'il y a des systèmes perceptifs qui permettent d'accumuler l'évidence non consciente, qui permettent de conduire à une action motrice avec ce système non conscient d'indices que je suis peut-être en train de me tromper ou que j'ai confiance dans ma réponse. Tout ceci est non conscient. Mais si on a raison, il y a un deuxième système conscient qui suit la règle, qui dit je connais la règle, je dois appuyer avec la main droite lorsque le nombre est plus grand que 5, ça veut dire que je devrais appuyer à droite ici pour le nombre 6, mais ce n'est pas forcément l'action qui a été lancée de façon non consciente ici. Si les deux sont différentes, alors je suis en train de faire une erreur. D'accord ? Donc c'est un système de détection explicite de l'erreur qui est capable de dire je sais ce que je devrais faire et je peux comparer avec ce que je suis en train de faire. Un système qui monitore ses actions et qui est capable de comparer ce qui se produit réellement avec ce que je devrais faire. D'accord ? Donc nous pensons que c'est ça, la détection qui est liée à la négativité liée à l'erreur. Hein. C'est la détection d'un conflit entre deux représentations. Si vous y réfléchissez, hein, ça résout beaucoup de paradoxes. Le paradoxe auquel on est confronté, c'est le même cerveau qui fait l'erreur et qui sait qu'il est en train de faire une erreur.
la négativité liée à l'erreur, elle montre exactement ça. Au moment même où je suis en train de cliquer, il y a un morceau de mon cerveau qui sait que je ne devrais pas être en train de cliquer de ce côté-là, qui sait que je suis en train de faire une erreur. Pourquoi? Ben, ça veut dire qu'en réalité, il y a plusieurs systèmes de calcul de ces réponses dans le cerveau, et l'un peut avoir la bonne réponse, et l'autre peut avoir la mauvaise réponse, et c'est la détection de la différence entre les deux qui permet de savoir qu'on est en train de faire une erreur. Alors, quand on n'est pas conscient, bien notre idée, c'est qu'on abolit ce niveau de l'intention consciente ici. On n'a plus accès à ce niveau-là, on a encore accès à des automatismes visuomoteurs, donc on peut encore lancer des réponses qui sont meilleures que le hasard, mais on ne va pas pouvoir détecter cette négativité liée à l'erreur et on ne va pas être conscient d'avoir fait une erreur. Alors, pour tester cette hypothèse, on s'est servi d'un dispositif qui était en train de se développer à l'époque, qu'on a développé avec Jean-Rémy King en particulier, qui est le décodage. Vous savez que lorsqu'on a des signaux cérébraux de EG ou de MEG, ici en fonction du temps, eh bien à chaque tranche de temps, on peut prendre tous les signaux mesurés par nos capteurs et utiliser des dispositifs d'intelligence artificielle pour entraîner un décodeur à dire qu'est-ce qui était en train de se passer dans le cerveau. Donc au lieu de regarder les signaux un par un, le décodeur nous dit, par exemple, le stimulus était un visage. Alors avant que le stimulus soit présenté, on est incapable évidemment de le décoder. Pendant un petit peu de temps après, on n'est pas capable de le décoder non plus. Et puis éventuellement, là, à partir des signaux cérébraux, on est capable de dire, le gars était en train de voir un visage. Alors on a appliqué cette notion de décodage à notre problème de suivi des étapes de traitement d'un stimulus conscient ou non conscient. Donc, on peut créer, à chaque étape, on peut créer un décodeur qui va décoder différents aspects de ce qui est en train de se passer dans le cerveau du sujet. D'accord ? Avec tous nos capteurs de MEG et de EG, on faisait les deux en même temps à l'époque, c'était formidable. Alors, quelles sont les prédictions du modèle? Si en vert, je mets le décodage conscient et en rouge, le décodage non conscient, la perception, par exemple l'identité du chiffre ou la présence d'un chiffre, devrait être capable de la détecter, que ce soit conscient ou non conscient. L'action motrice, que ce soit un clic à droite ou un clic à gauche, je dois être tout à fait capable de la décoder de façon que ce soit des essais conscients ou non conscients. Par contre, le modèle dit que là-haut, l'intention consciente, je dois être capable de la décoder, mais seulement dans les essais où le sujet est conscient d'avoir vu le chiffre. D'accord ? Cette voie-là, c'est une voie consciente. Alors, et puis la détection d'erreur, je dois être capable de la détecter uniquement quand le sujet est conscient. Alors, avec ces prédictions en tête, on a décodé les signaux cérébraux avec Lucie Charles. C'est un très joli travail qu'elle a fait ici. Donc, je vous montre ici donc, la condition consciente et la condition non consciente. Et rappelez-vous, ce sont les mêmes essais, c'est le même stimulus physique, c'est juste le sujet qui nous dit « là j'ai vu, là j'ai pas vu ». Ici, vous avez le décodage de la position du stimulus sur l'écran, donc un paramètre perceptif. C'est tout à fait facile de décoder ce paramètre en fonction du temps. Ici, vous voyez, vers 100 millisecondes, on commence à décoder très facilement à quel point quelle est la position du stimulus, qu'il soit vu ou qu'il ne soit pas vu. Traitement non conscient. Plus intéressant, on arrive à décoder la réponse que va faire le sujet, on arrive à le décoder avant même qu'il la fasse, et c'est la réponse objective, est-ce qu'il va cliquer à main droite ou est-ce qu'il va cliquer à main gauche? On peut le décoder en fonction du temps, aussi bien quand c'est vu que quand c'est pas vu. Et voilà par contre ce qui est plus intéressant. On peut, parce que le sujet fait beaucoup d'erreurs, dissocier la réponse qu'il est en train de faire, c'est la ligne 2 ici, de la réponse qu'il devrait faire. D'accord ? Et là, on décode la réponse qu'il devrait faire, et on s'arrange pour que les deux soient orthogonaux en se servant des essais où le sujet se trompe. Vous voyez qu'il n'y a aucun décodage de la réponse que le sujet devrait faire quand il n'est pas conscient. Mais on arrive à le décoder quand il est conscient. Et il y a quelque chose d'assez extraordinaire, c'est qu'on arrive à décoder l'intention consciente indépendamment de ce qu'il est en train de faire. D'accord ? Donc, quelque part, il y a quelque chose dans le cerveau du sujet qui sait qu'il devrait cliquer à droite ou qu'il devrait cliquer à gauche, indépendamment du fait qu'il soit en train de cliquer à droite ou en train de cliquer à gauche. D'accord ? Et ces deux signaux simultanément sont vraiment un marqueur très fort que le modèle qu'on propose est correct. Il y a vraiment deux systèmes cérébraux, l'un qui est en train de répondre et l'autre qui sait ce qu'il devrait faire. Ce n'est pas le même code. Ça va contre des modèles de type Botvinnik, pour ceux qui connaissent, ou Ressoulage, qui disent qu'il y a un seul accumulateur, et l'accumulateur change. Et si on arrive à détecter une erreur, c'est parce que d'abord il accumule dans une certaine direction, et puis il accumule dans l'autre direction. Il change d'idée, change of mind.
C'était un des modèles possibles de la manière dont on détecte nos erreurs. On commence à accumuler dans un sens, puis on a plus de données, on accumule dans l'autre sens et on s'aperçoit qu'on s'est trompé. Maintenant, ce n'est pas ça, parce qu'il y a plusieurs accumulateurs en même temps ici, certains qui ont la bonne réponse et d'autres qui n'ont pas la bonne réponse. Le cerveau est un système massivement parallèle et il traite simultanément la réponse et l'intention de répondre. Et puis, vous voyez ici le dernier décodeur, ici, qui décode est-ce que le sujet va faire une erreur ou pas. Aucune capacité de décoder ça dans la condition pas vue, belle capacité de le décoder dans la condition vue ici. Donc vous voyez que consciemment, le cerveau sait qu'il est en train de faire une erreur. Non consciemment, il ne sait pas qu'il est en train de faire une erreur. On retrouve ici la négativité liée à l'erreur qu'on voyait uniquement dans la condition consciente et pas dans la condition non consciente. Donc, ce diagramme est intéressant parce qu'il nous montre aussi ce qu'on arrive à voir de façon non consciente et ce qu'on arrive à voir de façon consciente. Il y a clairement, lorsqu'on est conscient, un petit peu d'amplification de l'activation sensorielle, mais elle est présente quand on ne voit pas les stimuli. Il y a beaucoup d'activation visuelle ici. Par contre, vous voyez qu'il y a des calculs qui, dans ces conditions, ici, sont uniquement conscients. L'intention de répondre, la détection d'erreurs, dans ces conditions expérimentales, sont des calculs uniquement conscients. Donc ça, on en parlera dans les cours suivants, mais ça veut dire qu'il y a des étapes de traitement de l'information dans le cerveau qui sont uniquement liées à des traitements conscients. On commence à pouvoir séparer traitement conscient et traitement non conscient. Alors, donc, conclusion de notre travail, il peut y avoir un tout petit peu d'information probabiliste qui peut être utilisée par le sujet pour dire je suis en train de me tromper ou pas, mais pour détecter à chaque essai, je sais que je viens de faire une erreur, ça demande un traitement conscient. Et de façon très intéressante, cette idée qu'il y a deux systèmes de détection d'erreurs, l'un qui est probabiliste et l'autre qui est tout ou rien, l'un qui est non conscient et l'autre qui est conscient, on a pu le confirmer dans les travaux avec Lucie Charles et ensuite avec Lucie Berkovitch chez les patients schizophrènes. Les patients avec schizophrénie, on a fait passer exactement le même paradigme et on a observé quelque chose d'assez extraordinaire, c'est que la métacognition non consciente est préservée. Vous voyez ici, le métadéprime, il est rigoureusement normal chez les patients par rapport aux témoins. Donc, ils ont la même intuition non consciente, probabiliste. Le calcul probabiliste, dans des conditions de nos expériences, est normal chez ces patients. Par contre, vous voyez que le calcul conscient n'est pas normal, et on a observé effectivement que la négativité liée à l'erreur est profondément anormale chez ces patients. Elle n'est pas du tout aussi développée dans les conditions conscientes que chez les sujets contrôle. Et on voit beaucoup moins de réponses dans le cortex préfrontal et dans le cortex singulaire antérieur. Donc, il y a une dissociation entre traitement non conscient qui est préservé et traitement conscient qui est profondément anormal chez les patients avec schizophrénie. Et avec Lucie Berkovitch, on a fait une revue avec Raphaël Gaillard de cette question pour montrer qu'en fait, il y a énormément de paradigmes qui vont dans ce sens, où le traitement non conscient est intact, mais l'accès à la conscience est anormal chez les patients schizophrènes. Par exemple, le seuil d'accès à la conscience est profondément anormal chez les patients avec schizophrénie. Vous voyez ici, on vous indique quel est le pourcentage de réponse « j'ai vu le stimulus » en fonction du délai entre le stimulus et le masque. D'accord ? Vous voyez que, donc ça, c'est la prise de conscience chez les sujets contrôle, et ça, c'est la prise de conscience chez les sujets avec schizophrénie. Vous voyez que le temps qu'il faut pour accéder à la conscience, l'ignition consciente, l'embrasement conscient est différé et moins fort chez les patients avec schizophrénie. Et d'autres recherches passées, notamment notre travail dans PNAS en 2003, avaient montré que l'amorçage conscient et tous les effets l'amorçage non conscient peut être strictement intact chez les patients avec schizophrénie, mais l'amorçage conscient et l'effet du masquage sont profondément différents chez ces patients par rapport à des sujets témoins. Donc, on retrouve cette idée d'une double dissociation entre un traitement probabiliste et un traitement conscient, et la prise de conscience serait spécifiquement anormale chez ces patients liée à des anomalies de l'activation du cortex préfrontal. Alors, j'en viens à mes conclusions. Donc, je reviens à ce modèle. Il y a clairement plusieurs systèmes dans notre cerveau de monitoring, d'introspection. Il y a des systèmes probabilistes qui sont capables, même dans une chaîne sensorimotrice non consciente, de calculer la confiance dans notre réponse. En fait, chaque processeur de notre cerveau fait sans doute des calculs probabilistes non conscients.
Et ça veut dire qu'il associe une probabilité d'avoir la bonne réponse à chacun de ses calculs. Voilà. Ça, c'est l'hypothèse du cerveau bayésien. Ça veut dire que même dans une chaîne non consciente comme ça, on peut avoir un petit peu d'information. Est-ce que je suis en train de me tromper ou pas? Quelle est la probabilité que j'ai la bonne réponse? Ça peut être complètement non conscient et c'est dissociable de la négativité liée à l'erreur. Ça ne serait pas calculé spécifiquement dans le cortex singulaire antérieur. Puis il y a un deuxième système qui est un système qui n'est plus probabiliste, qui est tout ou rien, qui est capable pour chaque essai de dire là, je me suis trompé. Et ce système-là, c'est ce qu'on appelle l'introspection, c'est ce qu'on appelle l'évaluation consciente de ces réponses. Pour nous, il est fondé sur une comparaison de l'intention consciente avec ce que je suis en train de faire. Cette comparaison qui permet de dire je suis en train de me tromper. Mais ça ne peut être possible que si j'ai une intention consciente. Donc c'est très facile à comprendre. Hein. Si je n'ai pas vu le chiffre, je ne sais pas quelle est la bonne réponse que je devrais faire. Je ne sais pas si c'est un chiffre plus grand que 5 ou plus petit que 5. Donc je n'ai pas l'intention consciente, je n'ai pas ce niveau-là. Et du coup, même si je suis en train de cliquer, je ne peux pas savoir si c'est la bonne réponse que je suis en train de faire ou pas. Donc ce système ne se déclenche que si on est conscient d'avoir vu un chiffre, et là, il peut nous dire à chaque essai, la bonne réponse, c'était de répondre à droite, tu as répondu à gauche, tu t'es trompé. D'accord ? Et, toujours cette idée, pour conclure, la schizophrénie induirait une dissociation avec un traitement conscient anormal, une détection d'erreur anormale, une réponse du cortex singulaire antérieur du cortex préfrontal qui n'est beaucoup moindre que chez les sujets témoins, mais de façon assez remarquable, une préservation du traitement implicite de l'information et de cette confiance implicite dans ces réponses. Pour ceux que ça intéresse, le sujet de la détection d'erreurs a été beaucoup creusé depuis, et notamment ici dans le travail de Uli Rutischhauser. Donc je vous renvoie à cet article de 2023 qui est une revue dans Nature Reviews in Neuroscience. Vous voyez que les modèles se sont bougrement compliqués, hein, mais si vous regardez dans le détail, c'est toujours la même idée. C'est-à-dire qu'il y a un forward model qui essaie de prédire la réponse consciemment et qui compare avec la réponse qu'on est en train de faire, et c'est comme ça qu'on arrive à détecter nos erreurs. Ce qui est remarquable dans le travail d'Uli Rutischhauser, c'est que c'est l'un des pionniers dans l'accès aux neurones individuels dans le cortex humain. Il a des électrodes intracrâniennes dans le cortex singulaire antérieur, et donc il est vraiment capable de regarder au niveau neuronal des cellules uniques qui détectent les erreurs, et est capable de tester ce modèle au niveau de neurones uniques. Donc les choses sont allées bien plus loin que ce qu'on avait pu faire il y a 10 ans avec Lucie Charles, je tenais à le signaler, mais le modèle fondamental, l'idée fondamentale, je dirais, reste la même. Voilà. Alors, conclusion générale du cours de ce matin, je reviens à cette image un peu ébouriffante de processeurs cérébraux qui sont capables de calculer inconsciemment toutes sortes de représentations mentales. Qu'il s'agisse de reconnaître un mot, un visage, de reconnaître le sens de ce mot, et peut-être en parallèle avec de très nombreux stimuli, auditifs, visuels, tout ça en même temps. Hein. Alors sur le plan du langage, ce que nous avons vu, c'est que le cerveau peut traiter plusieurs mots non consciemment, et il peut même commencer à les intégrer dans une petite phrase. Et ça correspond bien au fait que lorsqu'on écoute la radio, on n'est pas en train de calculer consciemment chacune des étapes de traitement qui conduisent à la phrase dont on se concentre sur le sens. Néanmoins, il semble qu'il y ait des limites, hein, et si on n'est pas conscient, si on ne peut pas porter son attention consciente aux stimuli, eh bien les mots sont évanescents, ils se dissipent dans le temps, et ils ne peuvent pas être intégrés au-delà d'une distance de peut-être quelques mots. Donc l'accord ou la congruence sémantique entre un mot et un autre ne se fait qu'à une distance faible dans le cas de stimuli non conscients. Deuxième grand sujet de recherche qu'on a abordé ce matin, la métacognition, l'introspection. Notre cerveau peut faire des calculs non conscients, il n'y a aucun doute. Il a des probabilités non conscientes, et donc il peut un tout petit peu savoir s'il a des chances de se tromper ou pas, ou s'il a des chances de répondre correctement. Il y a un petit peu de confiance non consciente, mais là encore, il y a des limites, et la détection à chaque essai d'une erreur ou d'une bonne réponse, l'autoréflexion, l'introspection à long terme sont très certainement liées à un traitement conscient, volontaire, dépendant de la mémoire de travail et qui dépend donc de l'accès à la conscience. Alors voilà, la semaine prochaine, on continuera nos explorations de la conscience. Je vous parlerai spécifiquement maintenant de ce qui se passe quand on franchit le seuil de conscience.
il y a quelque chose de supplémentaire, on a commencé à le voir aujourd'hui. Il peut y avoir des ondes cérébrales tardives, des positivités. C'est ça qu'on va étudier avec en tête cette notion d'ignition, d'embrasement conscient, tester cette idée d'embrasement conscient. Donc rendez-vous à la semaine prochaine pour parler de ce sujet. Merci beaucoup de votre attention. Merci.